Les Shetland sont des îles perdues au nord de l'Europe, entre la Norvège et l'Écosse. Elles sont râpées par la mer et brossées par le vent. Tous les marins du monde craignent les tempêtes. L'archipel offre bien peu d'abris pour les navires et les hommes. La tempête nous fascine. Chaque hiver, l'Atlantique est le théâtre des furies océaniques, quand le vent soulève des vagues qui démolissent la mer. Les îles Shetland, au nord de l'Écosse, l'archipel des Açores, au milieu de l'Atlantique Nord, et la Bretagne, où la terre se termine. Voici le berceau où naissent les tempêtes, qui s'offrent en spectacle aux marins et aux terriens. Nous avons traqué les tempêtes pour saisir la beauté pure de la mer et les lumières du ciel. Dans ce voyage au cœur des éléments, nous avons rencontré des hommes qui se mesurent aux colères de l'océan, témoins privilégiés d'un opéra sauvage qui se joue d'habitude à huis clos. Ce sont des îles dont on connaît le nom, mais que peu de gens savent situer sur une carte du monde. Sous les nuages, l'archipel des Açores. Ce n'est plus vraiment l'Europe, pas encore l'Amérique. Cet archipel portugais isolé des continents est constitué de 9 îles, perdues au milieu de l'Atlantique. À l'extrême ouest de l'archipel, Florès et Corvo, les plus petites îles des Açores. Elles sont aussi les plus isolées. Pendant des siècles, elles sont restées à l'écart du monde. Mauro Lopez est le capitaine du Santa Iria, le bateau qui relie ces deux îles. Son navire est un lien vital pour les habitants de Corvo et de Florès. Mauro est né dans une famille de marins. Il y a plus de 60 ans, son grand-père faisait déjà le même métier, relier les îles et les hommes. D'abord, si je n'avais pas cette relation aussi forte avec la mer que nous avons ici, avec la nature, avec cette île et les gens qui y vivent, je n'aurais pas le même désir de rester là. Je sais pas, mais je pourrais sans doute vivre ailleurs, mais seulement si on m'y forçait. Ailleurs, je m'adapterai, mais je ne partirai pas d'ici de mon propre chef. Pour rien au monde. L'archipel au milieu de l'Atlantique est à 1200 km de Lisbonne. En hiver, les habitants sont aux premières loges des tempêtes. Le mauvais temps s'installe
La mer et la nature vont offrir ce qu'elles ont de plus violent. Les îles des Açores sont un poste avancé face aux dépressions de l'Atlantique. Les habitants de Flores vivent la première tempête de leur hiver. Le petit port de Santa Cruz ne peut rien face à la furie du temps. La mer déchaînée semble vouloir tout engloutir. A porta está fechada. Está bloqueada. La porte est bloquée, elle s'ouvre pas. Nós queríamos tirar o carro daqui. On voudrait dégager la voiture, mais on peut pas. Está bloqueado. Está a vir ainda mais. Là, la marée monte, les vagues vont devenir de plus en plus grosses, c'est en train de forcir. E o vento ainda Dans vai une heure, ficar ça va mais être encore forte. pire. E vai ser Il va y pior avoir ainda. plus de vent. Só tem tendência Normalement, a acabar demain, ça amanhã. devrait se calmer. Normalement. La tempête. Pour les marins, c'est force 10 de l'échelle de Beaufort. Grosse lame, mer Blanche. 9 à 12 mètres de creux. Un vent de 50 nœuds. 90 à 100 km/h. Affrontant les assauts des vagues, les ports de l'île n'offrent quasiment aucune protection. Les marins font le dos rond. Le Santa Iria paraît bien fragile face aux éléments. Avant la nuit, c'est un combat contre la mer que vont devoir livrer Mauro et son équipage. Não conseguimos pô-lo em terra, não há meios de o varar, On ne peut pas mettre le bateau à nem terre. grua para pô-lo em terra. E depois também barco C'est le que tem bateau que qui ir doit ao aller à porto Corvo duas 2 fois vezes par semaine. por semana. Temos que fazer viagens duas Alors on vezes n'a pas le por temps de semana mettre le ao porto, Santa Iria à au Ilha do sec. Corvo e não há tempo Et c'est pour ça qu'il reste en não há mer. tempo para varar o Santa Iria, tem que estar sempre no mar. En temps normal, la mission du Santa Iria est d'assurer le ravitaillement en vivres des familles de corbeaux. Rejoindre cette île est une formalité par beau temps. Mais quand la mer blanchit, c'est une mission impossible. Neste momento tenho 4 âncoras. J'ai mis 4 ancres sur le bateau. E tenho 7 cabos 6 ou 7 amarres à l'avant. à proa do barco. Et il y en a 2 autres à la poupe, à l'arrière d'un côté. Tenho apenas 2 cabos deste Et lado 2 e supplémentaires de 2 l'autre côté. cabos daquele lado. Porque Parce que o mar la é mer todo vient de para face, dans l'axe trás, du port. sempre fora para dentro. É impossível dormir. De toute façon, c'est impossible É de mesmo dormir. impossível. Passamos a noite On va passer la nuit ici pour a vérifier les verificar amarres. se está tudo bem. E ver On va também surveiller se la o mer, mar, voir si elle est vem forcée ou mais pas. forte ou não. Avant la nuit, toutes les précautions ont été prises pour préserver le navire. Désormais, il n'y a plus rien à faire, si ce n'est croiser les doigts et croire en sa bonne étoile. Le plus gros de la tempête n'est pas encore passé. C'est la nuit de tous les dangers pour le capitaine du Santa Iria. Les îles des Açores s'exposent aux 4 vents des tempêtes. Au milieu de l'Atlantique, il n'y a aucun obstacle pour stopper la houle et les vagues. Tout au long de l'hiver, les dépressions traversent l'océan. Cette course du temps se termine presque toujours sur les côtes de Bretagne. Oui, Fox, Romeo Delta, Alpha Lady, on décolle
houle est quand même assez marquée encore, quoi. C'est beau là, hein? La lumière est superbe. On est à 20 minutes de la marée basse. C'est sur l'île de Ouessant, en Bretagne, que deux chasseurs de tempêtes ont choisi de travailler avec le vent, les vagues et la lumière. C'est le lieu où j'ai appris à voler. J'ai vraiment débuté en mer d'Iroise. C'était un peu le terrain de jeu, entre guillemets. Et c'est toujours mon terrain de jeu. Pour ce travail de prise de vue, c'est incomparable. Moi, je ne connais pas d'autre endroit au monde. C'est bien, Jean, là. Tu dois avoir les vagues dans le champ, là. T'as les vagues devant toi? Ouais, j'ai les vagues en premier plan et le phare au fond à droite. Et regarde ce qu'on va prendre à droite. Quelquefois, on a des dépressions qui sont très marquées, avec des coups de vent qui sont très très vifs, très courts, et en fait la houle ne se lève pas. Et le vent, moi en photo, on ne le voit pas. L'expression du vent, pour moi photographe, c'est la houle. S'il n'y a pas de houle, il n'y a pas de tempête. Jean Guichard, le photographe, et Thierry Léniac, le pilote, flirtent avec les vagues. Ils travaillent ensemble depuis des années. Leur confiance l'un envers l'autre est totale. Au milieu des déferlantes, il est facile d'oublier le danger. On est au-dessus de l'enfer en fait, parce que les vagues déferlent. On est à 5 mètres en sécurité totale en hélicoptère et 5 mètres en dessous de nous, on est mort, quoi. Parce que les vagues sont tellement se déchiquettent sur les récifs qui sont sur la pointe de Perne et en face du phare du Créache que si on tombe, bon, on n'a aucune chance d'être récupéré. Et c'est assez paradoxal et assez étonnant d'être en sécurité au-dessus d'un endroit aussi dangereux et aussi difficile. Quand on est à 10 mètres au-dessus de l'eau et qu'on commence à faire monter l'hélicoptère pour éviter les vagues, on a l'impression d'être un surfeur au sec, quoi. C'est un peu ça l'image. Je joue avec les vagues. Si vous avez des à-coups, c'est parce que je tire quand elles arrivent. Je regarde pas trop ce que tu prends, Jean. Je regarde les vagues, moi. T'en penses quoi de ce qu'il y a en dessous? C'est beau. On va faire un peu de stationnaire. Dans ce sens-là, c'est magnifique. Hein. Il y a une énorme vague à droite. Il faut que tu te places derrière. Tu vois comment ça pète? Regarde ça, regarde ça. Magnifique. Tu me dis quand je peux ouvrir? Quand tu veux. Voilà. T'es un peu haut là. Tu veux la lanterne au-dessus de l'horizon? Elle est dessus là. Tu nous mets de l'autre côté de Dividic avec Ouessant derrière, ok? Hein, Thierry? Oui, mais je pourrais pas tenir parce qu'on est vent arrière. Mais je peux passer comme ça, ouais. Peut-être quelquefois d'inconscient, mais bon, si c'était vraiment risqué, je n'irais pas en vol, quoi. Je changerais de métier. J'ai le gros avantage de travailler avec des gens expérimentés que je ne gère pas. C'est déjà une charge de travail énorme en moins. Enfin, le risque est tout à fait mesuré, si risque il y a. Par contre, après, la gestion propre du vol pour sortir de belles images, j'essaye d'un côté, regarder ce que je vais pouvoir offrir, donc en tournant la tête à gauche, regarder tout ce qui est sujet côté gauche de l'hélico, mais il faut aussi faire attention, si on vole dans des conditions un peu dantesques, entre guillemets, faire attention aux vagues qui pourraient arriver de l'autre côté, parce qu'on travaille souvent dans des fortes houles et dans des fortes vagues.
c'est pas exceptionnel d'y aller avec un engin comme ça, parce qu'il est fait pour y aller, quoi. J'exagère un peu, mais on ne viendrait pas ici avec un avion, et l'hélico permet d'aller dans des forts coups de vent. Et le côté excitant, c'est effectivement d'avoir c'est pas d'être les seuls à y être, mais d'avoir le privilège d'être sur les sujets qui défraient un peu la chronique. On est dans la saison des tempêtes, alors c'est sûr qu'on va essayer de sortir des images et de prouver que c'était une belle tempête. Ces intrépides chasseurs de tempêtes sont chacun dans leur domaine de véritables artistes. Grâce à leur complicité et leur expérience, ils parviennent à obtenir de saisissants clichés. Quand ça tape bien, quand il y a une houle formée, les vagues elles sont presque à la hauteur du phare. Jusqu'au sommet du phare, ça tape énormément sur ce coin-là. Ah, c'est beau quand c'est blanc comme ça. Ah, j'adore ça. Ah. Ça va être beau là. Ah, ça c'est synchro, commandant. Avec Jean, même si on en a l'habitude, quand une vague avec la lumière spectaculaire explose sur un phare, par exemple, enfin, on le dit, quoi, à la radio, on s'entend, on dit « Ouah, celle-là, elle était belle », enfin, on s'exprime. Donc, si nous, aux premières loges, on ressent cette émotion-là, ben, je souhaite qu'on puisse la faire partager, quoi. Alors, il faut qu'il y ait une harmonie déjà avec le pilote, sachant que c'est toujours le pilote qui est le patron. Moi, j'ai des desiderata, et Thierry, en l'occurrence, je lui dis de toute façon, c'est toi qui décide, parce que si je lui demande de me faire un stationnaire avant-arrière sur un phare, alors que c'est une position absolument intenable, ça pourrait faire que l'hélicoptère peut décrocher et tomber. Alors, quand on est à 15-20 mètres au-dessus de l'eau, il n'a pas le temps de se rattraper, donc c'est des conditions extrêmement dangereuses, donc il ne fera pas. Sachant qu'on a une vraie machine à laver dessous, que personne ne va nous récupérer, c'est impossible. Je vois pas bien comment on peut s'en sortir. Après 2 heures de vol entre ciel et écume, la tombée du jour rend le travail du pilote de plus en plus ardu et les prises de vue délicates. Ouais, là maintenant c'est trop tard. Et puis je pense que même si on attend le passage des grains, pour avoir une éclaircie derrière, il sera trop tard. Ouais, c'est une mise en jambe. Rendez-vous demain, absolument, oui. À 1500 km de Ouessant, au nord de l'Écosse, un même océan, d'autres îles, les Shetland. Vent à 130 degrés, 22 nœuds. Le vent de travers est assez fort, 22 nœuds environ. C'est limite, mais ça va passer. C'est un bon pilote. Aujourd'hui, il y a 5 lycéens qui rentrent pour le week-end. L'avion transporte aussi des produits de base. On attend ça depuis 10 jours. À l'époque où le bateau était le seul moyen d'atteindre la petite île de Fair Isle, les hommes devaient quitter leurs terres pour échapper à la misère et nourrir leur famille. Aujourd'hui, l'avion permet aux insulaires de vivre comme partout ailleurs au Shetland, ou presque. Même quand les tempêtes de l'Atlantique renforcent le sentiment d'isolement. L'île de Fair Isle n'appartient à personne.
elle est le bien commun de tous. Depuis 1948, chaque famille loue sa maison à l'organisme public chargé de la préservation des richesses naturelles en Écosse. J'ai grandi sur ce bout de terre et sur ces falaises. J'ai toujours pensé que cet endroit était mon jardin secret. Si ma mère savait combien de fois j'ai failli tomber et m'écraser au pied de ces falaises, elle serait furieuse. Imaginez un gamin de 5 ans qui veut toujours aller plus loin, toujours être plus curieux de l'horizon. J'ai bien failli y rester une fois ou deux. Tu grandis ici, tu fais partie de ce lieu et il finit par faire partie de toi. Ces terres celtiques composent une symphonie océanique de vagues lumineuses et de montagnes sombres. Camden! 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 Never. Jamais. Jamais je ne me sens seul. Tout ça, c'est à moi. C'est tout ce qu'il me faut. Neil Thompson vit sur une des îles les plus isolées des Shetland. Fair Isle est une communauté d'hommes et de femmes solidaires. Leur territoire est une terre préservée. À l'angle du monde, Neil peut contempler son minuscule royaume. Fair Isle, l'île de l'équité. Et si cette terre était le pays des gens justes? Un endroit où l'isolement obligerait les hommes à vivre ensemble, à partager leur seule richesse, la liberté et une nature souveraine. Every time we grab our lines and wave along, there's a harmony does that do it like that. It's running cloudy. Yeah, it's running cloudy. Les Shetland sont des îles perdues au nord de l'Europe, entre la Norvège et l'Écosse. Elles sont râpées par la mer et brossées par le vent. Tous les marins du monde craignent les tempêtes. L'archipel offre bien peu d'abris pour les navires et les hommes. Un des seuls refuges est le port de Lerwick, sur l'île principale. Le port est protégé des vents. Lorsque les bateaux viennent s'y abriter, tout le monde sait que le pire est à venir et qu'un spectacle fascinant se prépare. La mer du Nord et l'Atlantique se sont donné rendez-vous ici, à la même latitude que le Groenland. Au Shetland, le vent se mélange à la terre, au ciel et à la mer. Ces murailles de pierre forment les derniers remparts d'une terre sauvage. Sur l'île de Fair Isle, une des deux éoliennes a été frappée par la tempête
Elle doit être remontée au plus vite, avant l'hiver. La manœuvre s'annonce plus difficile que prévu. Le vent s'est levé et la tension est montée d'un cran. Come on! Come on! Or kick your and up with, right? You do not walk below anything. You've been told, right? Fair Isle produit 80% de son énergie grâce au vent. Les insulaires n'attendent aucune aide de l'extérieur. Ils doivent se débrouiller par eux-mêmes et faire face aux éléments. Bien plus au sud, au cœur de l'Atlantique, les Açores. Dans le port de Lagesse, le vent est monté d'un cran. Mauro est venu s'assurer que les amarres de son bateau, le Santa Iria, tiennent bon. On est abrité pour l'instant, parce que le vent vient du sud-est. C'est vraiment mauvais. C'est pas bon du tout parce que ça va empirer. Pendant la nuit, le vent va tourner dans cette direction. Alors je dois m'assurer que les amarres vont tenir. C'est sur cette amarre que le bateau va tirer quand le vent va tourner. Pour le moment, ça va encore. Je peux pas aller sur le bateau quand il fait nuit, c'est très dangereux. Ici aussi, c'est dangereux. Cette nuit, les vagues risquent d'être plus grosses. La seule chose que je peux faire, c'est de rester attentif, en veille. C'est tout. L'église nous protège. Elle repousse le mauvais temps. Toutes les églises sont tournées vers la mer. Il y a toujours quelqu'un qui nous protège. Durant la nuit, un déluge de vent et de pluie s'est abattu sur l'île de Flores. Au lever du jour, les cascades de montagnes sont devenues d'énormes chutes d'eau qui jaillissent des falaises. Secouée par la violence de la nature, Flores endure la pire tempête de l'hiver. L'archipel est devenu un terminus d'écume qui se brise sur les roches noires. La mer est cabossée par le vent et les vagues. Les coups de gueule de l'océan font trembler les îles. Au nord de l'océan Atlantique, la mer offre un peu de répit entre deux tempêtes. Synonyme de courage et de dévouement, Oscar Charlie, l'hélicoptère des gardes-côtes écossais, est un nom que tout le monde connaît. Oscar Charlie sillonne le ciel des Shetland par tous les temps, prêt à intervenir en mer et dans les coins les plus reculés de l'archipel. Oscar Charlie est très connu dans les îles Shetland. C'est une pièce maîtresse pour la communauté. Depuis des années, il porte assistance et il va continuer à aider les gens qui vivent ici au Shetland.
Oscar Charlie, on lui fait confiance. C'est une machine solide et robuste. Il nous protège et c'est un bon outil qui nous permet d'aider les autres. Oscar Charlie est le nom de code de l'hélicoptère. Sa zone d'intervention est maritime et elle est immense, entre le Nord-Écosse, la Norvège et les îles Féroé. Qu'il soit marin-pêcheur ou qu'il travaille sur les plateformes pétrolières de la mer du Nord, des milliers d'hommes sont susceptibles un jour de faire appel à Oscar Charlie. En mer, très loin du monde des terriens, l'hélicoptère est le seul moyen d'évacuer un blessé. Les sauveteurs d'Oscar Charlie interviennent par tous les temps et à tout moment. Ils effectuent plus d'une centaine d'interventions par an. Une tempête sur l'Atlantique, ce n'est jamais une routine. Et certains sauvetages ne s'oublient jamais. Une nuit glaciale, au large des Shetland. Ce chalutier se nomme le Biredi. Ballotté par une mer en furie, le bateau de pêche est la proie des flammes depuis plusieurs heures. Pour l'équipage, il n'y a plus rien à faire, sinon sauver sa peau et abandonner le navire. Dans ces conditions extrêmes, un des hommes d'Oscar Charlie va être déposé à bord du chalutier pour aider l'équipage à évacuer le bateau. Devant l'urgence et la force du feu, les marins du Biredi vont devoir se jeter à l'eau pour rejoindre un radeau de survie avant d'être élitreillés. Cette nuit-là, Oscar Charlie a sauvé la vie de 5 marins écossais, prisonniers du feu en pleine mer. Très tôt, j'ai voulu devenir pilote d'hélicoptère. Quand j'avais 5 ans, ma famille est venue s'installer au Shetland, à 4 km de l'aéroport. On voyait tout le temps passer les hélicoptères au-dessus de la maison. C'est ce qui m'a donné envie de voler. J'en rêvais et le rêve est devenu réalité. La vocation, le jeune pilote l'a eue très tôt. Il avait de qui tenir. De son père, Kieran Senior. Toute une carrière chez les gardes-côtes écossais à bord d'Oscar Charlie. Toute une vie. Des milliers d'interventions. Kieran Senior a aujourd'hui passé le relais. C'est à l'époque où tu faisais du planeur. C'est un drôle de sentiment. Quand j'ai commencé à voler, je n'imaginais pas le faire avec mon père. À ce moment-là, ma carrière de pilote prenait une autre direction. Ce n'est que 7 ans et demi plus tard qu'on a eu l'opportunité de voler ensemble. Quand c'est arrivé, ça a été un moment fabuleux. C'était très émouvant de voler avec mon père.
Tous les sauveteurs ont des parcours professionnels différents. Beaucoup sont des anciens de la Royal Air Force ou de la Navy, qui ont connu les conflits au Malouine ou en Irak. Dans le monde du sauvetage, les gardes-côtes écossais ont la réputation de compter parmi les meilleurs. En été, c'est un bel endroit pour vivre et travailler, mais en hiver, c'est un vrai défi. C'est difficile de voler ici. Le temps est mauvais en général et il fait nuit tôt. À cause du vent, les bateaux sur lesquels on intervient bougent dans tous les sens. Il faut être compétent pour sortir les gens de là. NG 1 and 2, TTT's below 150, max 18 seconds on the starter, advance. Clear winch? Yeah, clear winch. Des 4 hommes du bord, celui qui est accroché au bout du filin est le plus exposé. Pour ma part, accroché au bout du câble, je vois les éléments de beaucoup plus près que les autres. Je vois bien l'état de la mer et je suis assez entraîné pour savoir ce qui est bon ou pas pour moi. Parfois, tu profites de la vue, mais parfois, tu as juste envie de fermer les yeux tellement la mer est terrible. Quelquefois, tu as juste envie de revenir dans l'hélicoptère. Malgré tout, c'est un endroit fantastique pour voler. Et pour l'équipage, c'est vraiment un privilège. And a privilege for everybody in the crew. C'est fréquent d'avoir des vents de plus de 150 km/h. On ne s'entraîne pas avec ce temps-là, mais on a déjà fait des sauvetages dans ces conditions. Cela forme une très grosse mer, une houle énorme. On y va toujours, mais si l'équipage décide qu'on ne peut pas intervenir, on ne le fait pas. Mais c'est très rare. Il y avait un vieux commandant qui disait « On part à 4, on fait le sauvetage à 4, et on rentre au moins à 4. » Ça veut tout dire. La Bretagne, la péninsule occidentale de l'Europe. Comme les terres celtes des Shetland, l'île de Ouessant est un territoire de tempête. Qui voit Ouessant voit son sang. Le dicton marin est explicite. Ici aussi, des sauveteurs veillent sur le littoral. Longtemps, ce fut la mission de Jean Bulot, ancien commandant de remorqueurs de haute mer. La pointe de Bretagne et l'entrée de la Manche sont une des principales voies maritimes du monde. Au large de ces côtes circulent quotidiennement plus de 600 cargos, pétroliers ou porte-conteneurs. Toute sa vie, Jean Bulot était prêt à leur porter assistance. On travaillait avec le pire des temps, le pire des conditions météo, dans le mauvais temps, etc. Et à chaque fois, on ramenait des bateaux qui étaient soit en détresse, soit en difficulté. On les ramenait à Brest, à Cherbourg, à chaque tempête, et on m'appelait Capitaine Tempête. Voilà, c'est le but-là. La furie de temps, comment on appelle ça? C'est quand ça commence à souffler à force de 9 jusqu'à 12, quoi. On a eu au large de Ouessant, à l'entrée de la Manche,
des creux de 20 mètres. Hein. Et on a fait des sauvetages avec des creux de 20 mètres. Ah bah oui, bah ça rappelle des bons souvenirs, hein. Ça c'est sûr. Ça m'arrive de rêver à ça, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais enfin bon, et j'embarque à bord et non pas avec l'âge de 50 ou 55 ans avant de prendre ma retraite, mais à 75 ans comme j'ai maintenant, et voilà, c'est bizarre, bon, ce n'est qu'un rêve. Voilà. Bon. Jean Bulot était capitaine Tempête. Il commandait ce bateau mythique, la Baille Flandre. Remorqueur de haute mer, capable d'affronter les pires conditions au large de la Bretagne, pour venir en aide aux navires en détresse. Aujourd'hui, Jean est avec les hommes de la SNSM, à bord du bateau de sauvetage du port de Port-Salle. Il file vers un point très précis, en mer d'Iroise, là où une catastrophe maritime a fait basculer le destin de toute la Bretagne et provoqué une colère noire chez tous les marins. En 1978, une nuit de tempête, la Moco Cadiz s'est échouée sur les roches de Port-Salle. Ce pétrolier rempli de plus de 230 000 tonnes de fioul lourd provoque alors une des plus importantes marées noires de l'histoire. Il faut s'imaginer, quand tu vois ça, là, la déferlante là, sur les roches, il vient toucher les roches, un bateau qui est privé, qui est à la dérive, et puis qui va se foutre sur les cailloux. Là. Ah, et non. Heureusement qu'à la Moco, il faisait nuit, ils n'ont pas vu ça. Ils auraient tous sauté à l'eau avant d'arriver. Attention quand même derrière, hein, il y a pas de déferlante. Depuis la catastrophe de la Moco Cadiz, il surveille le passage des navires au large d'Ouessant. On prend des gros risques, surtout pour les hommes qui sont sur la plage arrière. La plupart du temps, ils ne voient pas la déferlante arriver puisqu'ils sont occupés à faire autre chose. Donc il y a le vieil adage, une main pour soi, une main pour le bateau. Et puis quand quelqu'un voit quelque chose, il communique par signe, si vous voulez. Hein, ou par coup de gueule, parce qu'il y a tellement de bruit derrière, avec le bruit des moteurs, des hélices, le vent, etc., que c'est même pas la peine d'essayer de discuter avec eux avec une VHF ou par haut-parleur, ils n'entendent rien du tout. Les gars sont ballottés, à ce moment-là, les fils d'acier qui sont derrière fouettent, le type ne peut pas se dépêtrer, et il peut être coupé en deux ou être éjecté par-dessus bord. Durant 15 ans à la passerelle de la Baille Flandre, Jean Bulot a été l'un des anges gardiens des côtes bretonnes. Toute sa vie, il a poussé des coups de gueule contre la folie des hommes, les marées noires et les marins qu'on abandonne. Le commandant Bulot n'a jamais quitté la communauté des gens de mer. Devenu écrivain, c'est dans ses expériences que Jean Bulot puise la matière de ses histoires. Infatigable conteur du monde maritime, Jean a le regard océan et la mémoire salée.
dit de ces marins qu'ils sont capables de mettre leur vie en danger pour sauver celle des autres, héros anonymes au cœur des tempêtes. Au cours de sa carrière, Jean Bulot et ses équipages ont porté assistance à 200 navires en difficulté. Ouessant, info, bonjour, Fox Romeo Delta, on a mis en route, on décolle de la Duchesse Anne et on va vers le Créache. L'île de Ouessant, sans doute en France le plus beau théâtre des tempêtes. Le photographe et le pilote d'hélicoptère remontent le temps et l'histoire des phares. Il y a une série de vagues devant là. Pas trop près, c'est bon. Pas plus près, pas plus près. Le phare en mer appartient à l'océan. Oser de tels travaux, c'était défier Neptune lui-même. Les phares sont construits dans des endroits impossibles. Par beau temps, ils font songer à de grands jouets abandonnés. Par mauvais temps, c'est la forteresse romantique, attaquée par les vagues et le vent. Depuis toujours, dans la tempête, le phare reçoit de lourds assauts qui tonnent, comme le ferait le canon dans un affrontement sans fin. En mer, le manque de repères, c'est l'angoisse. Pour les marins, les phares sont l'espérance qu'ils peuvent se sauver. Vivre dans un phare, c'était vivre dans un lieu inquiétant. La vie de gardien était idéalisée, mais en réalité, elle était terrible, dans le froid et une humidité épouvantable. Elle était belle, c'est la plus belle de toutes celle-là. Allez, on s'en va comme ça. Dans l'hélicoptère, les chasseurs de tempête nous montrent le point de vue des foot-passants et des goélands. Un spectacle que seul l'océan peut offrir. On ne peut pas tout faire dans la tempête. Donc il faut toujours être humble et puis conscient de ses capacités. Éviter de ne pas trop franchir des limites hypothétiques que je ne connais pas, mais je n'ai pas tout testé. Hein. Donc je reste dans ce que je connais. J'aime beaucoup Turner, par exemple, comme peintre, et je retrouve à la Pointe de Pernes, c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que c'est un des endroits que je préfère. On a souvent des lumières extrêmement subtiles avec des grains qui passent, un réchauffement de la base des nuages selon les lumières du matin ou du soir, et on a des subtilités de lumière extraordinaires. C'est un opéra, quoi, c'est un opéra maritime. Le vent est tombé, la mer s'est calmée. Pour Jean, le photographe, un nouveau clin d'œil de l'océan. Une rencontre inattendue. Théodore Malgorn, c'est le plus célèbre gardien de phare au monde. Au monde, je dis bien au monde. Oh, faut pas exagérer. Ah si, je le dis. Parce que c'est lui qui était à la porte du phare de la Jument pour ma fameuse photo de la Jument de 89. Et une des premières photos de phare en tempête que j'avais fait. Et ça s'est fait par hasard, hein. Par hasard, le bruit, je suis sorti, bon j'ai vu l'hélicoptère, je me posais un peu la question pourquoi. Et tout d'un coup j'ai vu que ça prenait des photos, donc c'était la tempête, les photos de tempête. Aujourd'hui, la porte du phare de la Jument est définitivement fermée.
Théodore Malgorn est l'un des derniers témoins de la grande épopée des gardiens de phare en mer et des tempêtes sur l'Atlantique.